Bonsoir, merci de suivre le 23h dans l'actualité ce soir. Les récentes intempéries ont causé d'énormes dégâts dans plusieurs localités de la ville d'Aboasso. Des personnes ont trouvé la mort et des familles se sont déplacées à la suite de la crue du fleuve Bia. Un mois après, quelle est la situation à Aboasso? Nous le saurons dans cette édition. La police montée ou la police équestre est en action. C'est une unité de la police nationale dont les membres utilisent des chevaux comme moyen de locomotion. Quel est le rôle de cette unité et quelles sont les actions déjà menées par elle sur le terrain? Nous aurons des réponses dans quelques instants. Au Mali, le second tour de la présidentielle a pris fin ce dimanche. Les Maliens ont voté afin de départager le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et l'opposant Soumaïla Cissé. Les bureaux de vote n'ont pas connu une affluence majeure durant cette journée, marquée notamment par des incidents dans le nord et le centre du pays. Merci d'être avec nous pour une demi-heure d'information. Nous démarrons avec des questions de salubrité. Le ministre Anne-Désiré Ouloto était l'invité de l'émission Les Salons de Radio Côte d'Ivoire. Elle a profité de cette lucarne pour communiquer sur ses activités. Grâce Kando. Anne-Désiré Ouloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, invité de l'émission Les Salons de Radio Côte d'Ivoire. Assainissement du Grand Abidjan, enjeux et perspectives. Thème central de cette émission qui aura duré 1h40. Nous voulons renforcer notre dispositif d'assainissement avec les ouvrages d'assainissement par la mise en œuvre de notre schéma directeur d'assainissement. Nous voulons améliorer le quotidien des Ivoiriens en créant des infrastructures en charge de la gestion des eaux usées. Nous allons donc nous donner les moyens de faire une très belle table ronde, de mobiliser les ressources qui conviennent afin que à court, moyen et long terme, nous puissions mettre en œuvre notre lettre de politique sectorielle de l'assainissement. Plusieurs autres sujets ont été abordés, entre autres l'opération Grand Ménage, la problématique des sachets plastiques et la nouvelle réforme engagée par le gouvernement ivoirien dans le secteur de la gestion des déchets. Pour le gouvernement, c'est une priorité. Dans les semaines à venir, tout va changer parce que de nouveaux opérateurs viendront avec une politique très offensive, volontariste, moderne, pour mieux maîtriser la gestion des déchets, pour les valoriser et pour faire en sorte que nous n'ayons plus, n'est-ce pas, ces images de dépôts sauvages d'ordures, de caniveaux obstrués par les déchets. Tout cela va changer à Abidjan. Il faut rendre hommage au président de la République qui sait ce qu'il faut pour que ses concitoyens vivent heureux et en bonne santé. La question du centre d'enfouissement n'a pas échappé au débat. Il nous faut ce qu'on appelle un casier. Les casiers, ce sont des réceptacles d'enfouissement des déchets. Ce qui est prévu dans ce projet, c'est la construction de 5 casiers qui permettront donc de gérer sur une période de 7 ans tous les déchets du district d'Abidjan. Le premier casier, il est disponible. Il est prêt à recevoir le déchet. L'économie circulaire reste aussi une priorité du gouvernement. Elle s'inscrit dans le cadre du développement durable. L'économie circulaire consiste à faire en sorte que le déchet ait une seconde vie. C'est-à-dire, on produit le déchet et on le retrouve dans une décharge. Aller à Kouedo, c'est ça l'économie linéaire. On produit, on vend, on jette. On produit, on jette. Et on jette où? Dans un cadre inapproprié, de manière sauvage, dans la nature. Et les mouches nous rejoignent chez nous, la maladie. Le président de la République a décidé de mettre fin à cette approche. Les salons de Radio Côte d'Ivoire, une émission hebdomadaire qui reçoit différentes personnalités de tous les secteurs pour traiter de questions d'actualité. Direction la ville d'Aboasso, où les récentes pluies diluviennes ont causé d'importants dégâts dans plusieurs localités. 2 personnes ont perdu la vie lors de ce sinistre. De nombreuses familles ont dû se déplacer du fait de la crue du fleuve Bia. Un mois après ce drame, quelle est la situation qui prévaut? Notre reporter Mamadou Kouassi s'est rendu sur les lieux pour faire son constat. Balai en main, Essoa Coleman nettoie sa maison. Une maison inondée
lors de la montée de la Bia. Aujourd'hui, l'heure est venue de remettre les choses en place dans ce quartier de la rive droite de la ville d'Aboisseau. On est là à faire le nettoyage puisque l'eau est remplie chez nous ici. Gâter tous les matériaux, les machines. Bon, aujourd'hui, ça a descendu un peu. On est là à nettoyer où c'est sali là. Les affaires qui étaient là avant, on va les ramener. Bon, parce que je n'ai pas autre coin à déménager pour partir. À quelques pas de là, nous rencontrons Boaïkien, lui aussi victime de la forte inondation. Il se souvient encore des moments difficiles, ce jeudi 12 juillet 2018. Parce que moi, j'étais allé à l'église le jeudi. Bon, je revenais, la cour est noyée. Tout le monde était au dehors. Bon, on a vécu ça pendant 4 jours. Tout ce que j'avais dans la maison était presque gâté. Tout le monde dit à rien. Comme lui, nombreuses sont ces familles touchées par ces inondations. Et malgré la proximité avec la Bia, ces différentes familles sont revenues dans leurs habitations, situées dans des zones à risque. Les gens disent l'eau va monter, l'eau va monter. Non, non, on attendait. Donc où on est là, on s'inquiète. On ne sait pas à quel jour l'eau va monter, comme premier c'est arrivé là. Donc si on a les moyens, on peut aller payer terrain pour quitter au bord de la Bia. On ne sait pas où aller, puisque ici c'est une cour familiale. On n'a pas de terrain, on n'a pas de moyens aussi pour construire ailleurs, pour dire que bon, on va aller et puis bon, essayer de voir comment on peut faire ici là. Donc pour le moment on est là. Un tour au quartier TP. Ici, rien n'a été épargné par la Bia. Les nombreuses habitations ont été ravagées par le cours d'eau. Ici, une personne avait perdu la vie. Les habitants de ce quartier ont été relogés dans une école primaire située à une centaine de mètres de là. De passage dans cette école primaire, nous rencontrons quelques familles, mais difficiles sont les conditions de vie selon ces personnes sinistrées qui ont transformé les salles de classe en dortoirs. On ne peut pas rester ici parce qu'il a l'air de congé, c'est école. C'est école. Donc nous aussi on cherche coin. Moi je vis avec mon papa, ma soeur et nos enfants. Nous, on est plus que 11 ans. Pour soulager ces personnes sinistrées, les bonnes volontés continuent de les assister. C'est le cas d'une fille de la région, Christine Dadier, conseillère économique, sociale, environnementale et culturelle. Un don en vivres et en numéraire d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA. Une action sociale pour soutenir les 700 sinistrés, selon son représentant. Elle a été vraiment maîtrise que des gens qui ont d'énormes familles, de grandes familles, soient vraiment sous des bâches dans les écoles, dans les dortoirs. Le secrétaire général de la préfecture d'Aboisseau a félicité la donatrice pour ses nombreuses actions sociales en faveur des familles démunies. Seydou Koulibaly a saisi l'occasion pour inviter les populations à quitter les zones à risque. Il faut que les riverains fassent un effort pour quitter les lieux. Parce qu'il nous semble qu'ils ont été déjà même dédommagés par rapport à cela. Il faut qu'ils quittent les lieux. Il faut que nous apprenions à avoir un bon comportement. Nous ne respectons même pas les servitudes. Pour rappel, la Bia est sortie de son lit les jeudis 12, vendredi 13 et samedi 14 juillet dernier et a fait 2 morts. Une situation qui a forcé plusieurs familles à abandonner leur maison. Les quartiers Carrefour, 4 Palmiers, Petit Pont et TP ont été les plus touchés par cette inondation. Mais aujourd'hui, la Bia a retrouvé son lit. On s'intéresse à la météorologie, cette science qui a pour objet l'étude des phénomènes atmosphériques. Elle fait des prévisions exactes ou approximatives. Cependant, la météorologie ne fait pas totalement l'unanimité auprès des populations, même si la plupart reconnaissent son importance sur leur activité quotidienne. Walter Amadou Ouattara revient sur cette question. Lorsque nous détectons une telle cellule sur l'est de la Côte d'Ivoire, nous commençons à la surveiller pour voir à quel moment elle pourrait être sur le pays. La météorologie est une science qui a pour objet l'étude des phénomènes atmosphériques, tels que les nuages, les précipitations ou le vent, dans le but de comprendre comment ils se forment et évoluent en fonction des paramètres mesurés. En Côte d'Ivoire, nous comptons aujourd'hui 14 stations synoptiques. Nous avons les équipes sur le terrain qui enregistrent les données chaque heure H24, qui nous permet de recueillir les informations sur le terrain. À cela, nous couplons ces informations-là aux informations satellitaires
que nous recevons et l'information des données également des centres mondiaux de prévision qui nous fournissent des informations pour compiler tout ça, pour donner les prévisions. À travers ces prévisions, la météo conseille, alerte et recommande. Au cours de cet après-midi, on notera un temps très instable. Les bourgeonnements de cumulus se transformeront en orages et intéresseront les régions de l'ouest, les régions centrales, l'est et le nord du pays. Ça nous permet de savoir le temps qu'on aura dans le futur en fait. Et ça nous permet d'organiser nos activités. Ça nous permet également d'éviter tel endroit et d'aller dans tel autre. Récemment, il y a eu une information me disant qu'il allait pleuvoir dessus 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche. Et réellement, il a plu. Donc, j'ai anticipé. Je suis allé tôt au travail. Puis la pluie a commencé. La météo constitue aujourd'hui une activité de développement parce qu'elle apporte une importante assistance aux différents secteurs socio-économiques, notamment le transport, le tourisme, la santé, l'agriculture. Un avion ne peut pas décoller sans avoir l'information météo qui est fournie. Dans le domaine des transports maritimes, il y a aussi l'assistance météorologique maritime aux bateaux pour les informer des tempêtes, les informer des montées d'eau brusques qu'on appelle les roules, pour les informer des vagues, des fortes vagues qui sont au niveau maritime, etc. Et il y a les transports terrestres. Les transports terrestres, notamment sur les routes, informer les populations de fortes pluies pour prendre les dispositions nécessaires pour qu'il n'y ait pas de risque d'accident. Et pourtant, pour diverses raisons, tout le monde ne se fie pas aux prévisions météo. Moi, je ne crois pas à la météo. Il y a des jours où on nous dit que la pluie vient, bon, on ne voit pas. La pluie va venir. Il y a des fois ça vient, il y a des fois aussi ça ne vient pas. Les prévisions météo dépendent de nombreux facteurs peu connus des populations. Le processus de prévision est un phénomène très complexe. Il est dynamique et il y a une mise à jour continuelle qui est faite pour une prévision donnée et par rapport à un phénomène donné. Lorsque nous faisons une prévision à échéance 48 heures, le phénomène, lui ici également, pendant qu'il change de configuration, nous sommes obligés de tenir compte de nouvelles informations qui arrivent, des données récoltées, des données satellites qui arrivent, des données images données à partir des grands centres mondiaux pour remettre à jour la prévision qui est faite, qui sera maintenant à peut-être 24 heures du phénomène. Donc, c'est un processus très dynamique. Il faut que les populations tiennent compte plutôt de la dernière information qui est arrivée par rapport au phénomène qui a été prévu à une échéance donnée. Parce que à chaque étape de la prévision, le phénomène change de configuration. La prévision doit aussi s'adapter à cette nouvelle configuration de la prévision. Le radar météorologique est très attendu. Cet équipement plus moderne informe sur le volume des précipitations à venir. La Sodexam, société d'État, est responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de la météorologie. Elle gère aussi le développement aéroportuaire et aéronautique. La police équestre ou montée est une nouvelle unité de la police nationale. Ses membres utilisent des chevaux comme moyen de locomotion. Son rôle, lutter contre la délinquance par des patrouilles et sécuriser les plages, les personnes et les biens. Cette nouvelle unité est en action sur le terrain, c'est ce que nous dit Abou Sanougou. Cette unité a fait bonne impression lors du défilé du 7 août en présence du président de la République Alassane Ouattara sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Il s'agit de la police montée. Une force de police dont les membres utilisent des chevaux comme moyen de locomotion. Quelques jours après la célébration de la fête nationale, notre équipe est allée à la rencontre de cette unité de la police dans la commune de Port-Bouilly. Fruit d'un partenariat entre la police nationale et les crinières d'ivoire d'Abidjan, cette unité est constituée de 17 agents de la police nationale aux ordres du lieutenant Fadé Samo Jean-Marc. Quand nous sommes arrivés, on ne savait pas monter à cheval. Donc il fallait d'abord faire l'équitation civile, nous apprendre les 3 allures du cheval, le pas, le trot et le galop. Après tout cela, on est passé à l'équitation militaire, où nous avons le maintien de l'ordre, la frappe au tonfar et beaucoup de choses. Avant d'être un bon cavalier, le policier à cheval est avant tout un policier. Et il doit avoir la parfaite maîtrise du cheval. Ils font la théorie et après ils vont faire la pratique et ils font l'hippologie aussi. Ils connaissent les bases. Ils connaissent l'équitation. À l'heure du trot, la diagonale, épaule contre épaule, botte à botte,
Les cavaliers doivent avoir la maîtrise des techniques militaires. Ils connaissent le cheval, ils ont été formés comme des bons militaires. Des techniques que le policier équestre utilise afin de neutraliser des individus et faire reculer ou bien disperser une foule. À travers des exercices de maintien de l'ordre ou le parade au triangle dans un endroit fermé. Un exercice qui permet d'encercler un groupe de manifestants et de procéder à des arrestations. Ce sont des techniques apprises aussi bien aux cavaliers qu'aux chevaux. La police montée est dotée de chevaux de race espagnole, qui est une race qui toise entre 1,60 m et 1,75 m, qui pèse presque une tonne. Imposante avec de belles allures et assez rustique pour supporter le climat d'Abidjan. C'est des chevaux qu'on utilise pour la formation, pour les apprendre à monter. Mais à l'issue de cela, nous allons avoir des chevaux qui sont robustes, imposants, qui peuvent vivre aussi en Afrique. La police montée a pour mission, entre autres, de lutter contre la délinquance par des rondes, par des opérations ponctuelles dans les endroits inaccessibles aux véhicules, la sécurisation des plages. C'est une innovation, ça peut réduire aussi la criminalité. Les policiers ont ici l'avantage de par leur position haute, d'avoir un champ de vision plus étendu qu'un policier en véhicule ou à pied. Une hauteur de point de vue qui permet de voir, mais également d'être vu. Du haut de leur monture, ces policiers inspirent le respect, suscitent la curiosité, incitent au dialogue et ont moins de chances d'être atteints par l'agresseur qu'un policier à pied. La police montée a vu le jour le 1er avril 2018. Elle vient contribuer à la qualité du système de sécurité de la Côte d'Ivoire. Plus de 650 scouts campent avec leurs encadreurs à Lata, village de Korogo. C'est dans le cadre de la 5e édition du Carnaval national des Louveteaux. Ce rendez-vous est parrainé par le conseil spécial du Premier ministre chargé des infrastructures, du sport et du tourisme. Il se déroule autour du thème « Enfance et développement durable ». Léon Brou. Le boloy et le balafon de l'Ata à Korogo pour les accueillir que déjà les scouts catholiques, les pieds dans la civilisation, c'est nous faut. Je venais de découvrir une nouvelle danse, c'est le balafon. Quand j'ai regardé les vieilles, les tontons, ils étaient à danser. Moi aussi, ça m'a pris, donc je suis parti danser. Cette danse, ça me rappelle que dans la Côte d'Ivoire, il y a plein de coutumes et des danses différentes. Ces gamins, 650 environ, participent au Carnalou 2018, la 5e édition du Carnaval national des Louveteaux, ces scouts catholiques de 8 à 12 ans. 10 jours pour intégrer les devoirs envers soi, les autres et Dieu, conformément aux 17 objectifs du développement durable, d'où le terme de ce rassemblement, enfance et développement durable. Nous leur apprendrons à séparer les ordures plastiques des ordures biodégradables. Nous leur apprendrons à aimer leur pays, à aimer la planète. Nous leur apprendrons à aimer le prochain. Nous leur apprendrons à servir. Nos enfants sont les citoyens de demain. Et demain, qu'est-ce qu'on leur lègue? On doit nous utiliser cet environnement de sorte que demain, ils puissent avoir de quoi vivre, de quoi survivre. Semer la graine de l'artisan de paix et de développement durable, le Carnalou 2018 est soutenu par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, explique son conseiller spécial. Silou Essiélé motive la tenue de ce camp en pays Sénoufo par la similitude entre deux écoles, scoutisme et poro. Dans cette organisation, on vous éduque à un certain nombre de valeurs, le respect des aînés, l'humilité, l'écoute, le respect de la parole donnée. Carnalou 2018, aussi le rendez-vous du donner et du recevoir entre scouts catholiques et population Sénoufo, la messe d'ouverture du dit rassemblement en a planté le décor dans la ferveur et l'acceptation mutuelle. Ils sont eux aussi jeunes, ils ont décidé de profiter de leur fraîcheur pour effectuer le Hajj, 5e pilier de l'islam. Des jeunes pèlerins sont de plus en plus présents dans le contingent ivoirien. Une présence qui devrait être une source d'inspiration selon notre envoyé spécial en Arabie Saoudite, Moussa Konaté. L'ancien Diaby est instituteur âgé de 28 ans. Abdoulaye Diarasouba, lui, âgé de 31 ans, il est enseignant coranique. Ces deux jeunes Ivoiriens sont en Arabie Saoudite pour effectuer le Hajj. C'est le Hajj qui est le 5e pilier qu'on doit le faire. Il n'y a pas Hajj dedans. Si tu as eu le moins d'occasion d'aller faire le Hajj, tu dois le faire. Donc voilà pourquoi quand on a gagné l'occasion, on a en profité de venir faire même le Hajj en tant qu'un jeune. On souhaiterait que plus les gens viennent jeunes. C'est encore mieux qu'ils n'attendent pas
l'âge de la vieillesse pour venir. Vraiment, c'est très difficile. Les activités liées au Hajj nécessitent le plus souvent beaucoup d'efforts, notamment les longues distances à parcourir à pied, les bousculades lorsqu'il y a la foule pendant les rituels. Tâche pas du tout aisée à un certain âge. C'est une preuve d'endurance. Même ce matin, il y a un vieux qui m'a dit dans le hall, « Wallah, on ne doit pas venir ici vieux. » Il ne faut pas attendre d'abord d'être vieux ou dire que bon, je suis jeune, j'ai tout le temps devant moi. Si tu viens jeune, tu as la ferveur, tu as l'ardeur, tu as la force de t'acquitter de tout ce que Dieu demande. Il y a certaines personnes plus âgées que moi, où les plus jeunes sont obligés de secourir. Et là, on a vu beaucoup de faits. Quand on faisait le tawaf la dernière fois, les encadreurs étaient obligés de choisir les jeunes comme nous pour encadrer des personnes âgées. Donc on est obligé de donner un coup de main. Effectuer le pèlerinage étant jeune, le message est bien perçu de plus en plus. On remarque la présence de jeunes pèlerins dans le contingent ivoirien. Lorsque nous sommes jeunes, nous sommes plus préoccupés à faire des réalisations, à investir. C'est bien d'investir, mais je pense que faire le pèlerinage étant jeune, c'est véritablement très important. Prendre les 2 millions, investir dans la cause d'Allah, forcément les 2 millions, il va les fructifier à 3 millions, 4 millions, 5 millions et voire même plus. Il n'y a pas d'âge défini pour effectuer le Hajj, mais il est encouragé de profiter de sa fraîcheur de jeunesse pour mieux accomplir le 5e pilier de l'islam. Ailleurs, les Maliens ont voté ce dimanche dans le cadre du second tour de la présidentielle, un scrutin qui oppose le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta à Soumaïla Cissé, candidat de l'opposition. Notre envoyé spécial au Mali, Sidonie Davila, revient sur cette journée de vote. Officiellement, le vote prend fin à 18 h. Le constat a été fait dans le centre de Mamadou Konaté, en commune 3. Tout comme à l'ouverture, la clôture s'est faite sous la vigilance de représentants des candidats de la CENI, des observateurs internationaux. Il faut dire que c'est avec impatience que le peuple malien attend de connaître le nom de son futur président. À la différence du premier tour, le second tour de la présidentielle au Mali n'a pas fait le plein. On note peu d'affluence. Pourquoi une telle situation? Des réponses avec Sidonie Davila. Mamadou Traoré est réceptionniste dans un service hôtelier. Après avoir fini ses multiples tâches, il décide d'aller voter avec la certitude de voter blanc. Mon choix est déjà fait, puisque ce serait un bulletin nul, en fait, parce que les deux candidats... franchement, ils n'incarnent pas le changement, à mon point de vue, puisque c'est le même système. Ils sont pratiquement là depuis 25 ans et il n'y a pas eu de changement. Le changement, chacun l'appelle de tous ses voeux au Mali. Je n'ai pas voté parce que je veux vraiment un changement. Je veux vraiment que les choses bougent pour le pays. Mais si ça ne change pas, donc franchement, je n'ai pas l'audace d'aller voter. Dans l'ensemble, les opérations de vote se sont déroulées dans des conditions acceptables, selon les responsables de la CENI interrogés sur place. Les Maliens ne se sont pas déplacés en masse pour ce second tour, alors que l'un des enjeux de ce scrutin reste le taux de participation. Le premier tour a connu plus de mobilisation que le second tour et cela est perceptible. Il fallait également s'y attendre au regard de la configuration qui est faite au second tour. Vous avez dû le remarquer, il y a au moins 3 grosses pointures, 3 candidats qui se sont quand même abstenus de donner des consignes de vote à leurs électeurs. Donc ces électeurs-là, parmi ceux-là, il faut notamment voir ceux qui vont s'abstenir d'aller voter pour la simple raison que leur candidat n'a pas été au second tour. Un enjeu aussi important pour ce second tour de la présidentielle, c'est celui de la sécurité. 36 000 forces de défense et de sécurité appuyées par la force Barkhane et la MINUSMA pour cette élection qui se veut hautement sécurisée. La présidentielle au Mali a été perturbée dans le village d'Arkodia, à 100 km de Tombouctou, dans le nord du pays. Le président d'un bureau de vote encadrant la tenue de l'élection a été tué ce dimanche par balle par des hommes armés. 179 260 électeurs maliens vivant en Côte d'Ivoire étaient appelés aux urnes ce dimanche pour le second tour de la présidentielle dans les centres de Koumassi, Abobo et Cocody dans le district d'Abidjan. Les populations ont voté dans la discipline, comme nous l'expliquent Olivier Iriebi et Gabriel Zani.
Plus de 170 000 électeurs maliens sont appelés à voter ce dimanche pour le second tour de la présidentielle qui oppose le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, au candidat de l'opposition Soumaïla Cissé. À Koumassi, il est 9h moins le quart, mais les électeurs n'ont pas encore pu accomplir leur devoir civique. Le retard est dû à des incompréhensions, selon les représentants des deux candidats. Une personne pour IDK, une personne pour Soumaïla. Voilà. Je m'occupe simplement des gens de IDK. Donc j'ai besoin de 14 bonnes personnes pour représenter le président dans chaque bureau. Ce matin, spécifiquement, le problème, c'est de vérifier que les listes qui ont été transmises par l'administration sont celles qui, effectivement, sont appliquées sur le terrain. Voilà, donc essentiellement ce matin, c'est à cette tâche-là que nous sommes en train de veiller à l'accomplissement. Au centre électoral d'Abobo, les choses sont bien différentes. Les électeurs votent dans la discipline. Pour ce deuxième tour, ils appellent au respect des résultats de la présidentielle. Aujourd'hui, nous sommes tous heureux de sortir pour voter pour le Mali. C'est le Mali qui gagne. Ensemble, nous soutenons tous le Mali, la démocratie du Mali et que le meilleur gagne. Ils sont 147 260 électeurs à Abidjan pour 343 bureaux de vote et plus de 32 000 Maliens sont appelés aussi aux urnes à Bouaké pour 90 bureaux de vote. L'ambassadeur malien en Côte d'Ivoire appelle ses compatriotes à la mobilisation. C'est un appel à tous les Maliens inscrits dans la circonscription de Côte d'Ivoire pour vraiment se déplacer massivement, plus qu'au premier tour, pour venir et faire le même geste, voter, choisir leur candidat. Des policiers ont été mobilisés pour cette élection qui s'ouvre dans un climat détendu à Abidjan et à Bouaké, les deux villes retenues pour accueillir les électeurs maliens. Quels sont les faits qui ont marqué la semaine au plan international? Des réponses dans le 7 sur 7. Il est proposé ce soir par Ahmed Traoré et Gabriel Zani. Ce lundi, un nouveau bilan dressé par les autorités fait état de plus de 90 morts et plusieurs blessés après le séisme de magnitude 7 qui a secoué dimanche l'île indonésienne de Lombok. Ce sont les zones montagneuses du nord de la ville qui ont été le plus durement touchées par le séisme. Ce tremblement de terre intervient après un premier séisme sur cette même île qui avait causé la mort d'au moins 17 personnes. Le mardi, le nord de la Californie était en proie aux flammes. Au moins 10 morts et plus de 100 000 hectares détruits par les flammes hautes de plusieurs mètres. C'est le bilan de l'incendie qui a ravagé la Californie. Au nord de la ville, le feu a été attisé par des vents violents, la canicule et la sécheresse. Des habitations réduites en cendres ont provoqué des milliers d'évacuations. C'est le plus grand incendie que la Californie ait jamais connu. Le suspense a pris fin ce mercredi en RDC. Emmanuel Ramazani Chadri, désigné candidat du parti présidentiel par le porte-parole du président Joseph Kabila, celui-ci ayant finalement décidé de renoncer à briguer un troisième mandat. Emmanuel Ramazani Chadri a déposé sa candidature à la commission électorale, mais l'ancien ministre de l'Intérieur est considéré comme le dauphin du président sortant et il fait partie des personnalités congolaises frappées en 2017 par des sanctions de l'Union européenne pour violation des droits de l'homme. L'Argentine ne sera pas le troisième pays latino-américain à autoriser l'avortement après le Cuba et l'Uruguay. Le jeudi, le Sénat a rejeté par 38 voix contre 31 et 2 abstentions un projet de loi légalisant l'interruption volontaire de grossesse. Ce projet de loi avait été voté par la Chambre des députés. L'opposition a déposé ce vendredi un recours devant la Cour constitutionnelle du Zimbabwe pour contester les résultats de la présidentielle du 30 juillet dernier. Emmerson Mnangagwa était le vainqueur de cette élection avec 50,8% des voix. Le premier scrutin après la chute de Robert Mugabe. La Cour constitutionnelle a 14 jours pour trancher sur la requête de l'opposition représentée par Nelson Chamisa du Mouvement pour le changement démocratique MDC.
Des dizaines de milliers d'Arabes israéliens ont manifesté samedi à Tel Aviv contre une loi qui définit Israël comme l'État-nation du peuple juif. Arabes et Juifs ont appelé à l'égalité pour tous. La loi votée par le Parlement israélien le 19 juillet dernier confère aux Juifs le droit unique à l'autodétermination en Israël. Elle définit l'hébreu comme la seule langue officielle d'Israël. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé qu'il n'avait pas l'intention d'amender la loi. En République démocratique du Congo, des militants pro-Moïse Katumbi ont été placés en détention à Lubumbashi. Arrêtés le week-end dernier à la frontière avec la Zambie, ils sont accusés d'avoir troublé l'ordre public alors qu'ils s'organisaient pour accueillir l'ancien gouverneur de l'Est Katanga, Moïse Katumbi. Au poste frontière de Kazumbaleza, l'opposant Moïse Katumbi affirme avoir été d'abord empêché de rentrer en RDC par l'aéroport international de Luano à Lubumbashi. Fin de ce 23h. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne fin de soirée. Au revoir.